Docteur Condé, selon vous, est-ce que les Canadiens sont aussi bien traités d'un océan à l'autre ou est-ce qu'il y a des différences provinciales, peut-être même régionales, à l'intérieur même d'une province? C'est sûr qu'il y en a, hein, parce que au Canada et au Québec en particulier, nous avons une petite population répartie sur un vaste territoire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas desservir tout le territoire de la même façon. Donc moi, je travaille en Abitibi. Un infarctus à Montréal, à Québec, 30 minutes après, le patient est déjà en salle de coronarographie. Il a son angioplastie. En Abitibi, on est encore en train de donner de la RTPA, de faire une thrombolyse, d'appeler l'avion ambulance. Si l'avion ambulance est en Gaspésie, écoute, il ne sera pas en Abitibi avant 4-5 heures. Le patient ne sera pas en salle de coronaro avant... il sera trop tard, probablement. Il va arriver en salle de coronaro, il va être déjà 6 heures vont être passées, on va perdre le délai. Donc oui, clairement que c'est pas ils n'ont pas le même... tout le monde n'a pas droit au même service, dépendamment au lieu où on réside, et c'est à cause de la grandeur du territoire. Récemment, dans la presse, on parlait du Nunavik. Le risque de mourir d'un traumatisme est 40 fois plus élevé au Nunavik parce que on n'a pas de ressources. C'est une clinique, le temps de transporter le patient à la clinique, après ça, le temps d'évacuer le patient. Mm-hmm. Donc, clairement que à cause de notre géographie, à cause de notre territoire, tout le monde n'a pas la même chance. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette semaine, mon invité est le Dr Jean-Joseph Condé, représentant du Québec à l'Association médicale canadienne. Dr Condé travaille en Abitibi depuis une trentaine d'années et a toujours été impliqué au plan médico-administratif. J'ai rejoint Dr Condé pour discuter de sa carrière et des raisons de ses engagements. Nous discutons également de l'Association médicale canadienne et le Dr Condé me présente les rôles joués par celle-ci depuis sa création en 1867. L'enjeu des menaces à l'endroit des travailleurs de la santé a souvent fait la une au cours des dernières années, notamment en raison de la pandémie. Ainsi, 75% des médecins canadiens disent avoir été victimes de harcèlement ou d'intimidation. Ce qui nous amène, dans le deuxième segment de l'entrevue, à discuter du projet de loi C3 qui a reçu la sanction royale en décembre 2021. Ce projet de loi vient criminaliser le fait d'intimider un patient qui tente d'obtenir des soins ou un travailleur de la santé dans l'exercice de ses fonctions. Bonne écoute. Docteur Condé, bon matin. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. On est ici ce matin pour parler d'un projet de loi qui a été adopté, à ma connaissance, à la fin 2021, qui est entré en vigueur au début 2022, le projet de loi C3. Exact.
Donc, Tout à fait. on va en parler dans quelques instants, mais on va parler un peu de vous d'abord, là. Donc, je vous dois dire que je vous connais depuis toujours sans vous connaître, parce que vous avez toujours été un peu dans l'actualité médicale. Vous avez été président de l'Association canadienne de protection médicale. Vous avez eu plusieurs fonctions administratives en Outaouais. Vous êtes maintenant représentant du Québec pour l'Association médicale canadienne, mais je me demandais d'abord pourquoi l'Abitibi, qui est quand même un endroit éloigné, froid, mais j'ai plusieurs amis dans ce coin-là. C'est une bonne question, et je pense que je suis un succès des stages d'immersion clinique en région éloignée. Donc, c'était tout à fait inattendu pour quelqu'un qui a grandi à Montréal de se retrouver en Abitibi, mais au moment de la résidence, on est allé faire un stage d'immersion à Lassar, et là, on a fait, ils nous font visiter les différentes villes de la région. Bref, on rencontre des gens sympathiques, des gens chaleureux, évidemment. C'est différent de Montréal, c'est la nature, les grands lacs, les grands espaces. Alors, quand on était quatre, en fait, on était quatre jeunes finissants à l'époque, puis on s'est dit, écoute, quitte à rester à Montréal, on va se lancer à l'aventure dans le Grand Nord, les grands espaces. Donc, c'est vraiment les stages d'immersion qui m'ont fait découvrir l'Abitibi et qui m'ont amené en Abitibi. Puis, j'étais allé pour 2 ans. OK. Puis, ça fait 35 ans que je pratique encore. Avez-vous reconsidéré ce choix en cours de route ou après 2 ans, vous avez dit, bon, ça y est, j'y reste, je m'installe? Parce que je présume, au niveau psychologique, le sentiment de vraiment d'habiter la région plutôt que d'être passage. Parce que je vous donne un exemple. J'ai un collègue, moi, en Abitibi, qui, au début, il y allait techniquement pour quelques années, puis a longtemps été dans ce flottement de dire peut-être que je vais partir, peut-être que je vais revenir. Vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit ça y est, je reste, puis... Non, peut-être le seul moment donné où on s'est posé la question, c'est par rapport à la famille. Bon, on a des enfants, les enfants grandissent, Okay. on regarde, avoir un moment donné, il faut qu'ils déménagent pour le cégep, pour l'université. Donc, on se pose des questions, mais la pratique est tellement agréable, puis les gens sont tellement sympathiques que pour moi, c'était clair que je poursuivais ma carrière en Abitibi. Puis qu'est-ce qui vous a amené en médecine à la base, si on recule quelques années plus tôt encore? Ouais, là, on recule très loin. Écoutez, je pense qu'un peu comme tous les médecins, c'est le désir d'être utile à la société. Hein. Okay. On veut tous avoir une utilité dans la société, que notre vie est un but. Et évidemment, la santé, je pense que c'est le bien le plus précieux qu'un être humain n'a pas. Et si on est capable de se rendre utile tout en aidant les gens à bénéficier d'une bonne santé, à rester en santé, à les soigner, je pense que c'est un métier de rêve. On est à la fois utile et on aide les gens à garder le bien le plus précieux qu'ils n'ont pas, qui est la santé. Dites-moi, à côté de votre pratique médicale, donc, il y a toujours eu un volet administratif depuis presque le tout début. Qu'est-ce qui vous attirait là, du côté médico-administratif d'emblée, dès le début de votre carrière? Donc, je pense que très vite, j'ai réalisé que les médecins n'étaient pas assez, on n'était pas assez défendus, n'étaient pas assez protégés. On est tellement occupés à soigner nos patients. On passe tellement de temps sur le côté scientifique de la médecine, les maladies, les diagnostics, les relations avec les patients, qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nos affaires professionnelles, de nos associations médicales, de notre environnement de travail, de nos conditions de travail, de notre protection médico-légale. Mm-hmm. Donc, très vite, je m'en suis rendu compte et c'est comme ça que j'ai d'abord été à la FMOQ, sur le conseil de la FMOQ, une dizaine d'années. Après ça, je suis allé à Ottawa à l'ACPM. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours être...
sentir qu'il fallait pouvoir aider la profession, une profession qui ne se défend pas assez, qui ne défend pas assez ses intérêts. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à soigner nos patients. Si vous me parliez un peu de l'Association médicale canadienne, dont vous êtes le représentant pour le Québec, je faisais des recherches, c'est une vieille association, peut-être une des plus vieilles au Canada ou peut-être en Amérique, je ne sais trop, mais si vous me présentiez un peu l'organisation. Donc, l'Association médicale canadienne, vous avez tout à fait raison, c'est la plus vieille association médicale au pays. Elle a d'ailleurs été fondée dans votre ville, à Québec, en 1867. Donc, je ne sais pas si dans le grand hall de l'Université Laval, ça, c'était dans le Vieux-Québec à l'époque. Alors, c'est dans le grand hall de l'Université Laval qu'a été fondée l'Association médicale canadienne 3 mois après le Canada. Hein. Le Canada, c'est le 1er juillet 1967 et l'Association médicale canadienne a vu le jour le 9 octobre 1967. 1867, vous disiez. 1867, oui, pardon. Exact. Et quel est le mandat de l'Association médicale canadienne pour que les gens comprennent bien? Parce qu'il y a les ordres professionnels, on a le Collège royal qui s'occupe de la certification. Les provinces ont leurs syndicats, donc quel est le rôle aujourd'hui de l'Association médicale canadienne en 2023? Donc, notre objectif, notre mission, c'est d'améliorer la santé de la population, d'améliorer le système de santé et d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, travailleuses de la santé à l'échelle nationale. Donc, on se concentre sur des domaines où nous pouvons exercer une plus grande influence. Nous sommes la voix nationale des médecins canadiens. Comme vous avez mentionné, les intérêts financiers, les conditions de pratique sont gérées provincialement par les associations provinciales, les fédérations au Québec. Donc, on se concentre vraiment sur le domaine national, les grands thèmes de la santé où nous pouvons influencer. Exemple, je vais vous donner quelques exemples. Sensibilisation au cancer. Ça a commencé en 1937. L'Association médicale canadienne a contribué à créer la Société canadienne du cancer qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était à cette époque-là de sensibiliser la population que le cancer, c'est une maladie, il faut la dépister, on est capable de la soigner. En 1950, c'est l'AMC qui met le public en garde contre le tabagisme. L'AMC a fait des campagnes pour lutter contre la promotion du tabac. L'association était une des premières à faire des campagnes de promotion. On a fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour adopter des lois pour la réduction du tabagisme, pour réduire la consommation des produits du tabac. Puis aussi, un outil très populaire, le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Mais ça aussi, hein, on est surpris d'apprendre que c'est l'Association médicale canadienne qui, en 1957, a fait des démarches auprès du gouvernement fédéral pour amener à la création d'un outil pour assurer la sécurité financière des médecins à la retraite, parce que les médecins n'avaient pas de fonds de pension comme aujourd'hui. Donc, l'association a poussé pour le développement, la création du REER, et aujourd'hui, toute la population bénéficie du régime du REER. Puis plus récemment, c'est l'aide médicale à mourir. Hein, donc, l'association a joué un rôle important dans la législation sur l'aide médicale à mourir, les consultations au niveau du gouvernement fédéral. C'est un des enjeux les plus complexes et les plus difficiles sur le plan éthique, l'aide médicale à mourir. Puis nous avons aussi
le journal de l'Association médicale canadienne que les médecins reçoivent mensuellement, donc une revue scientifique publiée par les médecins canadiens pour les médecins canadiens. Puis aujourd'hui, de quoi on s'occupe? Aujourd'hui, on s'occupe des problèmes qui touchent directement les médecins aujourd'hui. Vous les connaissez aussi bien que moi, hein, la liste est longue. On s'occupe de la crise dans la première ligne, donc pénurie de ressources en première ligne, comment fidéliser les effectifs, comment réduire le fardeau administratif des médecins, comment leur donner plus de soutien administratif. Évidemment, on fait des campagnes au niveau de la santé mentale et bien-être des médecins, très important. On sait comment la santé mentale peut avoir des effets négatifs sur la capacité d'un médecin à traiter ses patients. Et de plus en plus, on a des problèmes. On fait face à nos médecins font face à ce genre de problèmes. On fait aussi des représentations au niveau de la création des équipes multidisciplinaires, en soins de première ligne. Donc, un modèle collaboratif avec des équipes, un peu comme on le connaît au Québec avec les GMF. Puis évidemment, les soins virtuels aussi, ça aussi, on fait du travail là-dessus, hein, comment promouvoir, comment développer les soins virtuels, une autre façon d'améliorer l'accès aux soins de santé. Et j'en passe, la liste est longue, je pourrais continuer. Récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le permis d'exercice national. Exact. Donc, on fait des représentations au niveau fédéral, au niveau provincial, afin de dire il devrait y avoir un seul permis national de pratique pour tous les médecins. Parce qu'au fond, quand vous y pensez, on passe tous le même examen. On passe le même examen soit du Collège de médecins de famille ou du Collège Royal. On passe tous le LMCC. Donc, tout le monde a les mêmes qualifications. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un permis différent pour pratiquer dans chaque province? L'avantage, pour une région comme le Québec, dans des zones en pénurie, on pourrait peut-être avoir des médecins francophones de l'extérieur du Québec qui pourraient venir aider. Où je travaille en Abitibi, on est limitrophe à l'Ontario. Donc, quand on entend que l'urgence de Ville-Marie ferme, à 30 minutes de Ville-Marie, il y a une ville en Ontario, New Liskeard, il y a des médecins francophones. Est-ce qu'ils ne pourraient pas venir donner un coup de main? Vous connaissez la banque de dépannage, les médecins dépanneurs. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la base de ces médecins dépanneurs, la banque de médecins dépanneurs, en ayant des médecins d'autres provinces? Donc, c'est sur ce genre de dossier-là qu'on travaille. Tout ça, évidemment, dans le but d'améliorer les conditions de pratique pour les médecins et d'améliorer la santé de la population. Et évidemment, on a fait des représentations aussi dans le cadre du projet de loi C3 dont nous allons parler aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Exactement. Je prends la balle au bond sur le permis national. Certains critiques pensent que ça pourrait accentuer les pénuries dans certaines régions. Donc, finalement, en déshabillant peut-être une région pour en habiller une autre à l'échelle nationale, c'est une chose que l'on voit déjà à l'échelle provinciale. Parfois, il y a une compétition entre les régions pour le personnel. Vous le savez bien, vous êtes dans une région à risque, tout comme l'Outaouais. Hull, Gatineau est très près d'Ottawa. C'est très difficile. Alors, certaines personnes pensent qu'un permis de pratique nationale pourrait accentuer ces pénuries-là en facilitant le déplacement de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que l'Association médicale canadienne répond à cette critique?
Ben, on pense que c'est le contraire, hein. Ce qu'on vise avec ça, c'est une plus grande collaboration. On n'est pas là pour déshabiller une province pour en habiller une autre. Au contraire, hein, on pense que si on peut avoir accès à un plus grand bassin de médecins pour donner des services, ben ça ne peut être que gagnant pour la population. Donc pourquoi s'il y a une pénurie dans l'Est du Québec, pourquoi on ne ferait pas appel à des médecins du Nouveau-Brunswick qui parlent français? Beaucoup d'entre eux ont été même formés au Québec. Pourquoi on ne ferait pas appel à eux qu'ils viennent travailler au Québec? Et n'oubliez pas, il y a toute la question des soins virtuels aussi. Hein, donc, on n'est pas obligé aujourd'hui, on n'est plus obligé de déplacer le médecin. Peut-être même que votre médecin n'est pas disponible, votre médecin est absent. Ben, vous pourriez avoir une téléconsultation, une consultation virtuelle avec un médecin en Ontario, avec un médecin au Nouveau-Brunswick. Donc, on voit ça plus comme un modèle collaboratif, une collaboration entre les provinces de façon à mettre leurs effectifs ensemble pour mieux desservir la population. Dites-moi, est-ce que je me tromperais en affirmant peut-être que le membership de l'Association médicale canadienne est plus faible au Québec qu'il ne l'est dans les autres provinces? C'est un sentiment que j'ai, mais je n'ai pas les chiffres. Mais on a toujours eu le Québec a toujours voulu faire un peu bande à part. J'ai l'impression. Est-ce que je me trompe ou... Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que, vous savez, dans les autres provinces, plusieurs associations médicales provinciales offrent un double membership, c'est-à-dire que membre de l'OME en Ontario, ben, automatiquement, vous êtes membre de l'Association médicale canadienne. Quand vous êtes membre de l'Association de Nouveau-Brunswick, vous êtes membre de l'Association médicale canadienne, ce qui n'est pas le cas au Québec. Au Québec, ce sont les fédérations, donc vous êtes membre de vos deux fédérations, FMOQ, FMSQ, et l'Association médicale canadienne est une adhésion volontaire supplémentaire. Donc, notre but au Québec, ce n'est pas tellement, on ne regarde pas le nombre de membres, mais on regarde surtout notre capacité à engager les médecins québécois, c'est-à-dire à ce qu'ils deviennent partie prenante des causes qu'on défend, parce que c'est quand on arrive à mobiliser les médecins qu'on arrive à faire des changements dans le système de santé. Au Canada, la santé est de compétence provinciale. Vous êtes un organisme à visée nationale. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu, un obstacle? Est-ce que vos interlocuteurs sont plus au niveau fédéral qu'une intervention ponctuelle ou systématique dans chaque province? Donc, on se tire toujours la balle au Canada. Donc vous savez mieux que moi là, entre le fédéral et le provincial là, pour le financement ou autre. Oui, on a joué aux deux niveaux. C'est sûr que comme on est à Ottawa, il y a beaucoup de décisions, certaines décisions comme C3 dont on va parler aujourd'hui se prennent au niveau fédéral. Ça relève du fédéral, mais on agit aussi au niveau provincial parce que, exemple, le permis de pratique pan-canadien, pas plus tard que lundi, on rencontrait les ministres de la Santé de l'Atlantique qui avaient une réunion pour discuter de l'implantation d'un permis pour la région, pour les 4 provinces de l'Atlantique, un permis commun. Donc, on intervient à la fois au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial. Docteur Condé, diriez-vous que, à travers les contacts que vous avez à l'échelle nationale, que la pratique médicale d'un océan à l'autre, il y a plus de similitudes ou de différences? Je vous donne un exemple. On entend souvent parler de la crise des opioïdes en Colombie-Britannique ou en Alberta. C'est peut-être pas quelque chose qui est vécu de façon similaire à l'échelle nationale ou dans les provinces maritimes, disons. Donc, lorsque vous parlez à vos collègues, parlez-vous souvent des mêmes enjeux ou souvent il y a une compétition au niveau de l'importance des enjeux selon la province?
Donc, en fait, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on pense. On a tendance à penser qu'au Québec, nos problèmes sont uniques à nous, mais quand on regarde au niveau national, c'est les mêmes problèmes partout. Oui, la crise des opioïdes est plus sévère en Colombie-Britannique, mais si on regarde le problème de première ligne, de prise en charge de patients, de médecins de famille, mais c'est partout. Au Québec, on dit quoi? On dit qu'il y avait 800 000 patients sur le guichet en attente de médecins de famille. En Colombie-Britannique, c'est 1 million. Province plus petite que le Québec, il y a 1 million de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Toronto, c'est 20% des médecins de famille qui vont prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Donc, c'est un peu les mêmes problèmes. Le vieillissement. Oui, les mêmes problèmes qu'on voit partout. Puis dernièrement, je pense que c'était cette semaine, la semaine dernière, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui parlait du temps que les médecins passaient sur le médico-administratif, qu'on passait 18 millions d'heures par année au Canada dans les tâches administratives, ce qui équivaut à quelque chose comme 55 millions de consultations qu'on aurait pu faire si on ne remplissait pas de la paperasse. La FMOQ qui disait la même chose, que si on arrivait à réduire le temps consacré à la paperasse de 24% à 10%, ce serait quasiment 600 médecins supplémentaires de famille qu'on aurait au Québec. Tout à fait. Donc, oui, il y a peut-être certains enjeux qui sont propres à chaque province, mais en général, il y a beaucoup de similitudes dans les problèmes. Puis aussi, n'oubliez pas que un de nos rôles comme organisme national, c'est comme on voit ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est de montrer aux provinces ce qui se passe bien ailleurs et comment on est capable d'inspirer d'autres provinces. Donc, comment implanter un peu partout au Canada ceux qui fonctionnent bien ailleurs au Canada. On va prendre une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Le harcèlement des travailleurs de la santé, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau selon vous ou ça a simplement émergé au cours des dernières années, notamment à cause de la pandémie, peut-être aussi en lien avec l'avortement, donc où ce sont des enjeux de longue date? Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui est pire. Vous avez raison, il est pire depuis la pandémie. Vous vous en souvenez peut-être, c'était pas si longtemps que ça. En 1992, une bombe explose à Toronto dans la clinique du docteur Morgan Taylor, qui est une clinique d'avortement. Enquête criminelle, des gens posent une bombe dans la clinique du médecin. Donc oui, ça avait
déjà, ça fait 30 ans, ça avait déjà commencé. On a fait un sondage, nous, à l'AMC, nous avons fait un sondage en 2021 et 75% des médecins disent avoir été victimes d'harcèlement ou d'intimidation à un moment donné ou à un autre. Et au Québec, on n'est pas très loin. Au Québec, c'est 63% des médecins qui disent avoir été victimes d'harcèlement de la part d'un patient. Puis, de ceux qui sont victimes d'harcèlement, 1/3 disent même vivre ce problème quelques fois par mois. Donc, quelques fois par mois, hein, c'est pas une fois par année, là, quelques fois par mois, 1/3 vivent du harcèlement, de l'intimidation. Mm-hmm. Et malheureusement, c'est un problème plus fréquent dans notre sondage, c'est un problème plus fréquent chez les femmes en médecine que chez les hommes. Donc, c'est un problème dont il faut s'occuper parce que il y a une féminisation de la profession. C'est un problème qui va aller en augmentant. Est-ce que, dans mon esprit, il y a une différence entre le harcèlement et l'intimidation? Est-ce que, pour l'association, c'est le même enjeu? Le harcèlement, c'est agaçant, c'est dérangeant. L'intimidation, moi, je commence à avoir peur peut-être pour mon intégrité physique. Donc, est-ce qu'on doit faire une nuance? Ou, Donc, au niveau de la loi, ce qui est dit, c'est qu'en fait, la loi, c'est quelqu'un qui utilise quelque manière que ce soit pour provoquer la peur. Donc, provoquer la peur, si de l'intimidation provoque de la peur chez vous, c'est une infraction. Si du harcèlement provoque de la peur chez vous, c'est une infraction au code criminel. Donc, la loi, c'est quiconque commet une infraction, quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l'intention de provoquer la peur. Donc, que ça soit verbal ou que ça soit physique, l'intention de provoquer la peur chez un professionnel de la santé est une infraction au code criminel depuis décembre 2021. La définition de professionnel de la santé, donc, est-ce que ce serait toute personne qui travaille dans un hôpital? On pourrait penser aux gens qui travaillent à l'unité en stérilisation. Tout le monde est sous le parapluie de cette loi-là. Absolument. Oui, absolument. Et même dans les cliniques externes, dans les cabinets privés, une personne dont la fonction consiste à appuyer un professionnel de la santé dans l'exercice de ses fonctions, si on tente de lui nuire, c'est inclus dans la loi. Donc, quelqu'un intimide votre assistante à la clinique, en clinique externe, ça rentre sous la loi. Elle peut appeler la police et porter plainte. Est-ce que le problème en est un à géographie variable à l'échelle nationale? Non, comme je vous disais, c'est très proche. Hein. On a 75% des médecins au Canada disent être victimes d'harcèlement, 63% des médecins au Québec, c'est très proche. Puis même, on regardait au niveau mondial, c'est aussi un problème qui est vécu partout. Mais vous avez raison tantôt quand vous avez mentionné que c'est un problème pire depuis la pandémie. La genèse, disons, de ce projet de loi, son origine, il y avait une promesse électorale du premier ministre Trudeau. Mais la base de ça, j'avais l'impression que ça venait un peu de l'Ouest ou certaines manifestations. Est-ce que c'est le cas ou... Donc, en fait, deux choses. Donc, ça avait comme déjà en 2015, ça avait lors d'une assemblée annuelle de l'Association médicale canadienne, il y avait eu une résolution en ce sens. Donc, ça commence déjà en 2015 que quelqu'un sonne l'alarme pour dire attention, là, faut s'occuper du harcèlement professionnel. Il y a un problème, ça nuit
nuit à la pratique de la médecine. La pandémie arrive, la pandémie exacerbe le problème. Pourquoi? Ben, pour 3 raisons. Hein. Donc, pandémie, les médecins sont plus présents dans les médias. Pandémie égale confinement. On voit beaucoup de militants qui sortent, des militants anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. Et troisième phénomène, ben, qui on prend pour cible? Ben, on prend pour cible ceux qui sont dans les médias, ceux qui font la promotion des mesures sanitaires, des mesures de protection, c'est-à-dire les professionnels de la santé. Donc, ceci a amené, vous avez tout à fait raison, ceci a amené l'association à faire des représentations au niveau du gouvernement fédéral, au niveau des ministres de la Santé, du ministre de la Justice fédérale, et Justin Trudeau, en campagne électorale en septembre 2021, s'était engagé à faire une loi en ce sens, et la loi a été adoptée en décembre 2021. Très rapide pour une loi. Si c'était toujours comme ça, ce serait facile de vivre en société. Est-ce que les médecins canadiens ou les professionnels de la santé en général connaissent l'existence de cette loi-là suffisamment pour peut-être les inciter à porter plainte à l'occasion, plutôt que simplement subir des conditions de harcèlement ou d'intimidation? Donc, je pense que ils la connaissent, mais probablement pas assez. Probablement qu'il n'y a pas eu assez de publicité là-dessus. Et il ne faut pas oublier aussi que comme professionnel de la santé, comme médecin, on a toujours, entre guillemets, accepter le harcèlement ou l'intimidation faisant partie de notre travail. Ah, c'est un patient mécontent. Vous ne lui avez pas donné la prescription de narcotiques qu'il voulait. Il est mécontent. Il vous lance des vulgarités. Il vous insulte. Il vous menace. Bon. C'est un toxicomane qui avait besoin de ces médicaments, je ne lui ai pas donné. On accepte. Et le patient n'est pas content parce que le membre de sa famille n'a pas été traité assez rapidement. Il hausse le ton. Il devient agressif verbalement. On accepte. Donc, je pense que comme médecin, on accepte beaucoup de choses. Et ce projet de loi-là, en fait, change les choses. C'est qu'on pourrait, devant un phénomène de harcèlement, intimidation, devant un phénomène quelconque qui provoque la peur chez nous, on pourrait tout simplement téléphoner à la police locale, téléphoner à la Sûreté du Québec, dire « Je désire porter plainte contre monsieur, madame un tel qui viennent me faire une menace. » Donc, c'est prévu à la loi, mais vous avez raison, on ne le fait pas assez. D'ailleurs, on a fait une recherche, puis je pense qu'il y a eu... on a eu deux cas au Canada. Il y a eu l'année dernière à Peterborough, en Ontario, les gens qui étaient allés manifester devant le domicile du directeur de la santé publique de Peterborough. Manifestation violente devant le domicile du directeur de santé publique. Il y a eu 2 arrestations accusées en vertu de C3. Même chose aussi en Nouvelle-Écosse. Intimidation du directeur de la santé publique devant l'hôpital. Arrestation aussi. Donc, ce sont les deux accusations qu'on a, les 2 accusations criminelles qu'on a pu répertorier en fonction de C3. Est-ce qu'on retrouve l'équivalent dans d'autres juridictions voisines, soit les États-Unis ou l'Europe occidentale ou autre? Ben oui, c'est intéressant. Puis je pense que en France, je pense qu'ils sont les plus avancés là-dessus. Hein. Leur règlement est un des plus sévères. Donc, si vous permettez, je peux ce qu'on a trouvé un peu. Donc, en fait, le Conseil national de l'Ordre des médecins, depuis 2002, hein, ils ont créé un observatoire pour lutter contre la violence faite aux médecins.
comment ça fonctionne? Il y a un numéro direct, un numéro d'accès direct, donc un genre de 1-800, médecin victime d'harcèlement ou professionnel de la santé, victime d'harcèlement, compose ce numéro direct et il est directement en contact avec quelqu'un de la sécurité du département, donc sécurité départementale en France, une ligne directe réservée aux médecins. Donc on téléphone, cloc, 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 docteur un tel, telle chose vient de m'arriver. OK. Deuxièmement, au sein du corps de police, au sein du corps de gendarmerie, il y a quelqu'un dédié à ces plaintes-là, dédié à la sécurité des médecins. Donc, vous signalez le problème à la sécurité du département et on avise le responsable de la sécurité au niveau de la sécurité pour les professionnels de la santé au niveau du corps de police. Et donc, ça, c'est l'avantage, c'est que ça permet de signaler rapidement des incidents et de recevoir rapidement l'aide appropriée. Deuxième phénomène en France, c'est que ils ont un site en ligne où le médecin va signaler, donc signale son agression, voilà ce qui vient de m'arriver, et ça c'est au niveau de l'ordre du médecin, donc quasiment au niveau de le collège des médecins ici, on aurait un site internet où on rentre en ligne, voilà tel événement qui vient de m'arriver, et ça permet à l'ordre des médecins de documenter le nombre d'événements et de voir évidemment d'analyser la cause et de pouvoir agir en conséquence si on voit qu'il y a des causes qui reviennent plus souvent, des tendances. À ce moment-là, ils peuvent agir au niveau politique. Donc, ils sont très avancés. Ils prennent ça très au sérieux, la sécurité des médecins. Aux États-Unis, ils vivent la même chose que nous. On en parle. L'Association médicale américaine a d'ailleurs fait un éditorial là-dessus récemment, comme ici, exacerbé par la COVID-19. Puis oui, l'Association médicale américaine milite en faveur de mesures pour contrer la violence que subissent les professionnels de la santé aux États-Unis, mais il n'y a pas encore on n'a pas vu de projet de loi aussi bien dédié à ce problème-là qu'au Canada ou en France. Puis au niveau mondial, ce qu'on a trouvé, c'est l'OMS. Hein, donc la donnée qu'on a, c'est l'OMS qui nous dit que jusqu'à 38% des travailleurs de la santé subissent de la violence. Attention, de la violence physique. 38% des professionnels de la santé subissent de la violence physique à un moment donné ou à un autre de leur carrière. Donc, on ne rit plus, là. C'est plus que ce dont on parlait tantôt, est-ce de l'intimidation, du harcèlement. Mm-hmm. Non, là, c'est de la violence physique, là, 38%. Mm-hmm. Donc, c'est un problème très sérieux et il faut s'en occuper. J'aurais tendance à penser qu'aux États-Unis, c'est peut-être pire aussi, là, parce qu'à la pandémie s'est ajouté l'enjeu de la décision de la Cour suprême sur l'accès à l'avortement. Donc, je présume que dans certains endroits du pays, ça doit être peut-être encore plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, certainement, les enjeux sont, puis une population, on sait hein, les armes à feu aux États-Unis, la violence par arme à feu. Donc, les gens sont beaucoup plus à risque aux États-Unis, mais ce dont on parlait, est-ce qu'on a trouvé une loi spécialement dédiée aux professionnels de la santé? Non, mais ça va aller dans l'acte criminel. Là. Donc, ça devient un acte criminel tout simplement. Les gens vont être accusés en fonction des législations criminelles par rapport à la violence. Mais comme au Canada, un projet de loi comme C3 qui protège spécifiquement le harcèlement ou l'intimidation contre un professionnel de la santé, on n'en a pas vu. Est-ce que vous souhaiteriez mettre en place au Canada un modèle qui s'apparente à celui de la France, disons, une ligne directe, un registre, un site
un site web ou est-ce que ce sont des choses que vous visez? Mais ce serait excellent, parce qu'on continue en effet. Là, on continue à faire avoir des rencontres au niveau fédéral par rapport à C3, parce que c'est pas beaucoup, hein. Deux accusations depuis quoi, un an et 2 mois que la loi existe. Il y a seulement eu 2 accusations, donc c'est encore tout nouveau, tout récent, c'est pas bien connu, mais plus la loi va être connue, plus les médecins vont savoir qu'ils n'ont pas à accepter une forme d'intimidation ou d'une autre de la part d'un patient, plus il va y avoir de plaintes et plus il va y avoir d'accusations. Puis absolument, ce serait bien d'avoir une ligne directe et surtout une ligne où les médecins pourraient signaler ce genre d'événement-là. Je serais curieux de voir la réponse du Collège des médecins pour une telle démarche, disons, qui impliquerait le collège, parce que j'ai eu le Dr Maurice Godreau en entrevue, puis je lui ai posé la question, pour ceux qui sont intéressés, les gens pourront aller écouter l'entrevue, je lui ai demandé si pour améliorer ou pour défendre la population, seriez-vous prêt à défendre les médecins? Donc, puis sa réponse, si je me rappelle bien, avait été plutôt négative, donc de dire que le collège n'embarquerait pas dans une démarche qui viserait à défendre les intérêts des médecins, même si cela avait pour but, ultimement, de défendre la population. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur l'Association médicale canadienne pour continuer à faire des rencontres, à faire du lobbying en ce sens, des représentations en ce sens, tout à fait. Vous qui côtoyez vos collègues à l'échelle nationale, trouvez-vous que globalement au Canada, puis peut-être spécifiquement au Québec, on a un bon système de santé? Et en sous-question, est-ce que ce système de santé-là se dégrade? Parce que c'est le sentiment que l'on a, peut-être surtout depuis le début de la pandémie. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Hein? On le vit tous au quotidien. Est-ce qu'on a un bon système de santé? Oui, on a un bon système de santé à la base, un système de santé universel. Tout le monde peut se faire soigner, indépendamment de son niveau de revenu. On a un excellent système de santé. Est-ce qu'il est parfait? Non, vous les connaissez comme moi, hein, on les connaît tous. Problème d'accessibilité, problème de ressources humaines, problème de financement. Donc, ça va mal actuellement. Puis, on le voit partout, hein, les listes d'attente, l'attente qui se dégrade dans les urgences pour les chirurgies. Donc, là, on a beaucoup d'espoir. Là, je pense que aujourd'hui, le 3 février, il y a une rencontre des ministres des Finances du Canada. Ils vont sûrement parler de budget de santé. On parle de plus en plus d'une entente fédérale avec les provinces pour augmenter les transferts en santé. Mardi prochain, le 7 février, les premiers ministres se rencontrent à Ottawa avec le premier ministre Trudeau. Va-t-il y avoir une entente? On l'espère à l'association. Parce que ça va prendre plus de transferts, plus d'argent, plus de transferts du fédéral si on veut réussir à améliorer l'accessibilité et les soins de la population. Quelle serait, selon vous, c'est une question difficile, je pense, mais là, si vous aviez une menace pour le système de santé à identifier à l'échelle nationale, ce serait quoi? Il y en a plusieurs. On a le plus gros, je pense que le plus gros problème qui nous guette actuellement, c'est la pénurie de ressources, pénurie de main-d'œuvre. Donc, on fait face à quoi? On fait face à une population qui vieillit,
Puis avec ça, nos médecins aussi vieillissent, hein? Nos médecins aussi partent à la retraite. Donc, on a moins de médecins. On a une augmentation des besoins en santé parce que notre population est plus vieille. Et on a une médecine qui est rendue plus complexe, plus lourde, et donc les jeunes médecins ne sont plus capables de voir autant de patients que leurs collègues d'il y a 30-40 ans. La médecine n'est plus la même. Donc, il va y avoir un problème entre la demande qui va être très élevée et l'offre qui ne pourra pas répondre à cette demande à cause des facteurs que je viens de citer. Puis là, on parle des médecins, mais c'est la même chose pour les infirmières, les inhalothérapeutes. Vous êtes anesthésiste, vous le savez, hein, des salles d'op qui ferment parce qu'on manque. La salle d'op est là, l'équipement est là, mais elle est fermée parce qu'on manque d'inhalo. Physiothérapeute. Donc, je pense que le plus gros problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Quelle est la position de l'AMC sur le privé en santé, si vous en avez une officielle? Ou... Donc, l'Association médicale canadienne adhère au principe selon lesquels tous les Canadiens, toutes les Canadiennes doivent avoir un accès opportun à des soins de santé de qualité, peu importe leur capacité de payer. Donc, nous croyons qu'il faut mettre les efforts, il faut se concentrer sur des changements à apporter au système public. Les cliniques privées, oui, elles sont utilisées, mais c'est pour des problèmes chirurgie d'un jour ou des problèmes mineurs, des conditions qui sont traitables rapidement. Mais les problèmes les plus complexes, les problèmes les plus lourds de santé sont dirigés vers le système public. Donc, il faut qu'on investisse, il faut qu'on améliore, il faut qu'on sauve ce système public pour que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité, peu importe leur niveau de revenu. En fin d'entrevue, Dr Condé, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé par magie aujourd'hui, vous feriez quoi? Une autre question compliquée, hein? Vous en avez quelques-unes. Je crois beaucoup en la prévention. Hein. Je pense que, puis on le voit dans les chiffres de l'OCDE, le PIB par habitant en santé, les pays qui investissent plus en prévention dépensent beaucoup moins en soins de santé, en curatifs, en traitement. Donc, garder une population en santé, garder une population active, faire bouger les gens, des habitudes de vie saines, c'est ce qui garde une population en santé. Donc, si on pouvait changer quelque chose aujourd'hui, ce serait d'investir plus dans la prévention de façon à, ultimement, avoir moins de problèmes de santé et moins de maladies à soigner. Supportez-vous une cause, une fondation que vous aimeriez nous présenter? Donc, l'éducation, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est ce qui, c'est le futur. Il faut bien former la génération à venir. Il faut investir en éducation. Donc, chaque fois qu'on peut collaborer aux fondations des écoles, des universités,
qu'on peut contribuer, qu'on peut donner, on y va, hein, parce que je pense qu'il faut investir dans le futur, dans la génération à venir. C'est l'avenir de notre société. Avant de nous quitter, avez-vous une dernière pensée, un dernier message pour nos auditeurs ou tout a été dit? Je pense qu'il faut pas lâcher. Oui, le système de santé est mal en point. Oui, notre système est malade. Par contre, il faut continuer à se mobiliser. Il faut continuer à participer au débat pour que nos politiciens nous entendent et pour que nos politiciens s'entendent pour prendre les décisions qu'il faut pour sauver notre système de santé, pour le remettre sur les rails. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, mais pour ça, il faut se mobiliser. Il ne faut pas éviter, comme des émissions comme la vôtre, quand on a l'occasion d'y participer, quand on a l'occasion de participer à une émission de radio, tout ça, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on passe le message de façon à faire nos politiciens, de façon à être entendu par nos politiciens et à faire nos politiciens bouger. Je vous remercie. Je pense que l'entrevue va permettre, d'une part, de mettre un peu de lumière là, sur les conditions de travail des travailleurs de la santé à l'échelle nationale. Peut-être faire mieux connaître à nos collègues, à la population, le projet de loi ou la loi C3 là, qui criminalise donc le harcèlement des travailleurs de la santé. Et j'espère aussi que ça fera mieux connaître l'Association médicale canadienne. Donc, je pense qu'on a rempli 3 missions ce matin en 1 heure, donc je vous remercie énormément. Merci, Dr. Gagné. C'était un plaisir de vous parler. Bien agréable. Et j'espère qu'on va survivre à la vague de froid qui s'annonce pour la fin de semaine. Alors, merci. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.